Bosnie-Herzégovine, un oubli tragique. Certains ont découvert la guerre en Europe le 24 février 2022 avec la guerre ukrainienne. Les plus anciens se souviendront de la guerre yougoslave sur le continent européen. Mais si on regarde aujourd'hui, un État très proche de l'Europe occidentale, la Bosnie-Herzégovine, semble menacée par la guerre, voire même par un risque de disparition. C'est cette question tragique que nous aborderons aujourd'hui dans les rendez-vous de la géopolitique. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est dans un intitulé extrêmement alarmiste pour un pays qu'on voit peu dans l'actualité, qui semble hors de nos radars, alors qu'on parle beaucoup de la situation ukrainienne évidemment. Et pourtant, cet État qui est né très récemment semble soumis à des événements et à des menaces très grandes aujourd'hui, qui font même penser à un risque pour sa pérennité, et ça depuis, disons, 2021. Oui, vous avez raison. Pour comprendre l'importance du sujet tel qu'on est en train de l'évoquer et sa dimension dramatique, dans un premier temps, il est nécessaire d'essayer de réappréhender les 4 ou 5 grands événements qui se sont déroulés entre décembre 2021 et le printemps 2022. Il y a quelques mois maintenant, mais ils sont très importants parce qu'ils vont montrer qu'il y a d'abord des faits qui sont considérables en termes de géopolitique et que surtout ils vont en s'accroissant et sont complétants les uns les autres. Le premier événement auquel il faut penser, me semble-t-il, c'est un événement qui s'est déroulé en décembre 2021. Ça a été un événement qui a été induit par le personnage le plus connu parmi la population serbe de Bosnie et Herzégovine. On va revenir sur l'ensemble de ces appellations, évidemment. Et en fait, il est membre serbe de la présidence collégiale du gouvernement central. Je pense que tous ceux qui ont entendu l'intitulé que je viens de donner comprennent déjà spontanément qu'il va falloir qu'on explique assez rapidement les institutions. Donc, c'est la plus haute fonction en Bosnie-Herzégovine et il a tout simplement demandé à l'ensemble des Serbes de quitter l'ensemble des autorités ou des institutions collégiales ou communes. Donc, c'est déjà un acte fort. On s'en rendra encore plus compte quand on va évoquer et les institutions et l'histoire. Dans la continuité, il y a le gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Alors j'insiste sur l'intitulé République serbe de Bosnie-Herzégovine pour éviter qu'il y ait une confusion avec la République serbe qui est un État indépendant et dont la capitale est Belgrade. Donc là, il s'agit bien, en fait, on va y revenir, d'une entité autonome de Bosnie-Herzégovine. Donc le Parlement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine a fait un ultimatum au gouvernement central, excusez du peu. Donc, il faut déjà, pour comprendre ce qui se passe, imaginer d'autres pays dans lesquels une collectivité locale ou une entité appartenant à un pays met le gouvernement central sous un ultimatum. Et donc, on a un ultimatum qui court à partir de décembre 2021 sur 6 mois et qui demande au gouvernement central de quitter 3 dimensions dont rien que l'énumération va faire comprendre qu'elles sont très fortes. Il s'agit de l'armée, il s'agit de l'impôt et il s'agit de la justice. Et donc on comprend bien que là, on a affaire à des pouvoirs régaliens qui sont très très importants. Dans la continuité toujours, on a la présidente serbe de Bosnie-Herzégovine qui est en train de renégocier 140 fonctions qui avaient été mises au niveau collégial au fur et à mesure des 30 dernières années et dont les Serbes ou le Parlement serbe de Bosnie-Herzégovine a la prétention de les récupérer. Et là, on voit bien spontanément qu'il y a un risque d'autonomie prononcée, qui va peut-être même glisser jusqu'à la sécession, voire avec le rapprochement de la République de Serbie, dont la capitale est Belgrade. Alors, ce qui est assez opportun de rappeler, c'est qu'en plus, ces dynamiques-là, dont on pourrait considérer qu'elles sont mal perçues par les autres composantes, finalement, trouvent un soutien. Si on voit par exemple Dragan Ković, qui est lui le membre croate de la présidente collégiale du gouvernement central, il laisse faire parce qu'on voit bien qu'il s'inscrit un petit peu dans la même dynamique qui consiste à dire qu'il veut plus d'autonomie et plus de pouvoir pour les Croates de la Bosnie-Herzégovine. Il voudrait même lui créer une 3e entité, parce qu'on va y venir, il y a pour l'instant 2 entités qui sont connues. Il voudrait créer une 3e entité croate et on voit bien qu'il y a un risque symétrique que cette 3e entité croate qui soit plus autonome, elle, tout d'un coup, rentre en sécession et se rapproche de la Croatie. Et puis, facteur aggravant, on a le leader nationaliste bosniaque qui lui aussi s'inscrit à peu près dans la même démarche. Donc là, on voit très bien tout de suite que le danger auquel vous faisiez allusion, Olivier, c'est un danger d'implosion à travers, on voit bien, 3 populations qui ont l'air de vouloir se recentrer, chacune d'entre elles sur elles-mêmes. Il y a 2 autres événements qui sont en train d'attirer notre attention sur le fait que les événements
qu'on cite sont loin d'être anecdotiques. Tout d'abord, il faut savoir que début mars 2022, les États européens ont décidé de renforcer de 500 hommes les troupes de l'UFOR. C'est une force armée organisée européenne qui avait été installée en Bosnie-Herzégovine suite au traité de paix, on va y revenir, et qui est donc une sorte de force internationale d'interposition. Déjà, quand on dit force internationale d'interposition ou présence internationale militaire, ce n'est pas totalement bon signe quant à la sécurité du pays. Je pense que tout le monde le comprendra. Ce qu'il faut comprendre en plus, c'est que cette date de mars 2022 est très importante parce que par définition, elle est après le 24 février. Or, le 24 février, c'est le déclenchement de la guerre en Ukraine. On aurait pu penser que toute l'attention européenne et toute la mobilisation des forces soit plutôt concentrée sur cette question-là. Et on voit bien que, alors qu'on est en plein début de la crise ukrainienne, on envoie 500 hommes supplémentaires, c'est-à-dire qu'on est pratiquement en situation de doubler les effectifs européens. Donc là, on a affaire à quelque chose de très important. Et puis, dernier événement considérable, le 22 mars 2022, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique, ou les États-Unis d'Amérique comme l'Union européenne, ont reconnu qu'après 9 mois de négociations dans lesquels ils ont offert leurs services pour essayer d'être, facilitateurs sur un certain nombre de modifications pour préparer les élections qui vont avoir lieu le 2 octobre 2022, les États-Unis comme l'Union européenne disent qu'ils ont échoué dans ces négociations. Et donc, on voit bien là qu'on est dans une situation où on a des forces qui sont centrifuges, qui ont l'air d'avoir du mal à tomber d'accord, et que de surcroît, pour l'instant, l'action internationale n'a pas l'air d'être efficace. Il y a une chose qui, me semble-t-il, paraît assez indispensable en entendant les propos que je viens de tenir, c'est de faire une précision assez rapide sur les institutions, car je pense que l'énoncé de plusieurs de celles-ci ont dû laisser un peu dubitatifs nos auditeurs. Mais je vous avoue que même moi, quand je vous ai entendu parler au début, on se dit, il y a un mécano institutionnel qui a l'air d'être d'une complexité incroyable. Si vous ajoutez à ça des tensions entre les peuples qui peuplent la Bosnie-Herzégovine, puisqu'ils sont au nombre de 3, il y a 3 peuples qui sont reconnus constitutionnellement, on se demande comment ça peut fonctionner ensemble. Alors là, on va essayer de faire le plus simple possible. Et effectivement, on n'a pas tant l'habitude que ça de rentrer dans des mécanismes ou des rouages institutionnels dans les rendez-vous de la géopolitique. Mais là, c'est indispensable, d'une part, pour comprendre nos propos précédents et l'articulation, les interactions entre les acteurs qu'on a évoqués, mais surtout, en plus, me semble-t-il, pour comprendre davantage les menaces qui pèsent sur le pays, qui vont nous amener d'ailleurs à peut-être aussi un contexte historique. Là, les contextes institutionnels et les contextes historiques sont indispensables pour mieux mesurer l'importance du risque tel qu'il pèse sur la pérennité de la Bosnie-Herzégovine. Alors, la Bosnie-Herzégovine, c'est une république fédérale, jusque-là tout va bien, qui est globalement répartie entre 2 entités autonomes, mais qui regroupe 3 populations. Alors, on voit bien déjà que là, il y a une désadéquation entre les 2 chiffres. Il y a 3 aspects principaux qui, me semble-t-il, sont nécessaires à conserver à l'esprit quand on cherche à mieux comprendre la Bosnie-Herzégovine. D'abord, donc, les 2 entités autonomes. Il y a une première entité autonome qui serait la fédération croate bosniaque, qui regroupe à peu près 51% de la population. Aujourd'hui, le terme, c'est Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Alors, on voit bien qu'en plus, il y a un problème de similitude dans les termes, parce que justement, la première intitulé de la première appellation, c'était Fédération croate bosniaque, mais cet intitulé n'est même plus possible, Olivier, parce que là, il va falloir qu'on rentre dans des détails assez incroyables, parce qu'il y a un canton 10 qui est sur la limite limitrophe de l'ouest de cette fédération, dans laquelle, évidemment, il y a une majorité de Croates et de Bosniaques, mais dans laquelle il y a encore une minorité serbe. Et donc, comme cette minorité serbe appartient à ce canton 10, il n'a pas été possible, comme ce canton appartient à la fédération, que de continuer à avoir juste l'appellation de Croates et de Bosniaques. Je pense que là, tout le monde comprend spontanément qu'on est en train de rentrer dans quelque chose d'assez complexe. Face à cette première fédération, il y a une république serbe de Bosnie-Herzégovine qui regroupe 49% de la population. Donc là, on a 2 entités autonomes. Pour complexifier le tout, si tant est que ça soit nécessaire, on fera remarquer que ces 2 institutions sont reconnues par la Constitution, mais qu'elles ne se sont pas reconnues l'une l'autre, ce qui ne va pas simplifier les relations, et que chacune d'entre elles ont un gouvernement, une présidence et des juridictions. Donc là, on est vraiment sur des logiques fédérales poussées à leur maximum en termes d'autonomie.
Le deuxième point qui va venir compléter ce qu'on est en train d'évoquer, c'est le pouvoir ultime en Bosnie-Herzégovine, qui est la présidence. Seulement, c'est une présidence pluripartite, c'est une sorte de triumvirat, puisque c'est une présidence qui est composée de 3 personnes, dont on a bien compris que chacune d'entre elles appartenait au peuple respectif, donc selon l'ordre qu'on préfère, des Croates, des Bosniaques et des Serbes. Et donc en fait, on a une présidence collégiale avec chacun des présidents qui est élu sur le territoire, soit de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, soit de la République serbe. Et cette présidence a lieu pendant 4 ans. Et en fait, elle est tournante tous les 8 mois. Je crois que là, on aura compris que ça devient très difficilement gérable. Et il faut rajouter en plus qu'à ce niveau collégial, il y a un Parlement, la Chambre des représentants de 42 élus, et il y a aussi un gouvernement. Et puis alors, il y a un troisième point qui, me semble-t-il, achèvera de nous convaincre que le mécanisme de cet ensemble doit être redoutable à mettre en place, c'est qu'il y a un haut représentant de la communauté internationale, qui en plus a un pouvoir qui est beaucoup plus important que la présidence, parce qu'il est chargé par la communauté internationale de démettre n'importe quel élu qui ne respecterait pas la dimension multiethnique ou n'importe quelle loi qui lui paraîtrait contraire au traité précédent. Donc on a presque envie de dire que c'est la figure qui a le plus d'autorité et qui en réalité est envoyée par la communauté internationale. Je serais tenté de dire, quand on connaît l'histoire géopolitique, que c'est jamais très bon signe quand on a quelqu'un qui est mis sur un territoire comme celui-là. Et si on rappelle de surcroît qu'il y a en plus une force d'intervention qui est censée assurer la sécurité, je crois que là, on mesure toute la complexité de la construction institutionnelle qui nécessairement ne peut pas être née sans qu'il y ait un ensemble de paramètres historiques qui l'ont poussé, dramatiques. Si vous me permettez d'ailleurs, je ferai une précision supplémentaire pour ceux qui voudraient être le plus précis. Il y a en plus un district autonome, le district de Brno, dont les territoires sont à la fois délégués par la Fédération de Bosnie-Herzégovine et par la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Donc je pense qu'on a bien compris là qu'il y a forcément eu des moments historiques dramatiques qui ont dû nécessiter une construction dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on la qualifiera de complexe. Oui, on a pu le voir dans les rendez-vous de la géopolitique quand on a abordé des États où la construction et la constitution étaient très complexes. On voyait qu'il y avait des sédiments historiques là aussi très complexes qui ont produit cette cristallisation. Donc c'est intéressant de revenir sur le fil historique et essayer de comprendre comment on est arrivé dans cette situation institutionnelle et de cohabitation entre les populations. Alors si on regarde l'histoire récente, commençons, on va aller du plus récent au plus lointain. Déjà, avec la période récente est bien chargée, elle permettra de nous éclairer. On a bien sûr, on en a parlé, l'implosion de la Yougoslavie et la constitution ensuite d'un État qui est la Bosnie-Herzégovine. Donc il faudrait peut-être revenir sur cet épisode-là. Oui, c'est indispensable. En fait, il y a 3 grandes étapes historiques et il faut appréhender ces 3 grandes étapes historiques parce qu'elles se nourrissent les unes les autres, elles se complètent et me semble-t-il, elles vont totalement mettre en lumière la difficulté du contexte actuel et sa dangerosité potentielle. En fait, si on prend la période historique la plus récente, il est évident qu'on fait allusion à la guerre de Bosnie-Herzégovine globalement de printemps 1992 à fin 1995, et que pour mettre fin à cette guerre de Bosnie-Herzégovine, dont on va rappeler un certain nombre de modalités, il a fallu le traité ou les accords de Dayton le 14 décembre 1995, dont on précisera qu'ils ont été assignés à Paris, ce qui provient que sur ces questions-là, apparemment, rien n'est simple. Alors pour la petite histoire, je précise que ça a été signé à Paris parce que les Français voulaient vraiment se targuer d'en être à l'initiative, alors qu'en réalité, il a bien fallu que ce soit les Américains qui amènent tout le monde à la table de négociation du 1er au 21 novembre 1995 sur une base militaire à Dayton, et que c'est d'ailleurs un diplomate américain, Holbrooke, qui a mis énormément de son poids et de celui des États-Unis. J'en prendrai à ce titre qu'un seul exemple. À un moment, les négociations étaient tellement difficiles qu'il a fait semblant de quitter les négociations avec la délégation américaine en mettant les valises de la délégation américaine devant les portes. Et donc, en fait, les différents interlocuteurs se sont dit oh là, on ne peut quand même pas repousser les États-Unis. Donc, ça montre que ça a été très tendu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai le sentiment que tout commence avec la mort de Tito en 1980. Donc là, on est dans le cadre de la Yougoslavie encore existante, qui est un État fédératif, qui regroupe un certain nombre d'États fédéraux, dont la Bosnie-Herzégovine. Mais avec la mort de Tito, très vite, on va se rendre compte qu'il était une sorte de figure emblématique, tutélaire,
et que c'est surtout sur lui que reposait finalement la viabilité de l'Union yougoslave, qui très rapidement va non seulement péricliter, mais va imploser. Et il y a notamment 2 États qui proclament leur indépendance et qui sont respectivement la Slovénie et la Croatie. Face à cette situation, ce qui reste de la Yougoslavie est de plus en plus contrôlé par les Serbes, et la Bosnie-Herzégovine, refusant de rester dans une Yougoslavie, d'une part atrophiée ou rétrécie, et d'autre part dominée par les Serbes, décide de proclamer son indépendance au printemps 1992. Et là, on a une guerre qui s'enchaîne directement. Parce que, pour dire clairement les choses, l'ensemble des populations, des peuples qui vont composer la Bosnie-Herzégovine sont en total désaccord sur l'issue. On a donc les Bosniaques qui se battent pour la Bosnie-Herzégovine. On n'a pas encore eu l'occasion de le préciser, mais Bosniaques étant bien les habitants de confession musulmane qui vivent autour de la ville de Sarajevo, et Bosniens étant l'appellation globale qu'on donne pour les habitants de Bosnie-Herzégovine, quelle que soit, on va dire, leur origine en termes de population. Ça, je pense que c'est un point sémantique qui est important aussi à faire à cette occasion. Donc en fait, on a clairement les Bosniaques qui se battent pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, mais on a toute la partie de la population serbe de Bosnie-Herzégovine qui souhaite que la Bosnie-Herzégovine reste rattachée à la Yougoslavie dominée par la Serbie. Et puis, on a toute la partie de la population croate de Bosnie-Herzégovine qui souhaite que la partie croate de la Bosnie-Herzégovine rejoigne la Croatie qui est devenue indépendante. Je pense que là, tout le monde a bien compris. On a donc 3 populations qui rentrent en guerre civile. Ça va être très, très violent puisqu'on estime qu'en 3 ans, on va avoir pratiquement plus de 100 000 morts. Certains avancent même le chiffre de 300 000 morts. Sur ces 100 000 morts, si on reste à ce premier chiffre, on considère qu'il y aurait au moins la moitié qui serait de la population civile. Et là, forcément, pour les plus anciens, il y a des images qui sont très, très présentes. Il y a le siège autour de Sarajevo. Il y a les missions humanitaires qui ont été envoyées par différents pays européens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le tribunal international de ex-Yougoslavie a mis en place 90 condamnations pour crimes de guerre contre l'humanité. Et donc, en fait, on se retrouve dans une guerre civile qui va être atroce, avec un génocide qui est particulièrement important en juillet 1995, le génocide de Srebrenica, où on a un peu plus de 8300 hommes bosniaques et adolescents qui seront froidement abattus par des milices serbes. Donc ça met bien quand même là en perspective. Il y a un degré d'antagonisme, je crois qu'on peut même dire de haine, tel que ça va être d'une violence particulièrement marquée, qui va d'ailleurs attirer l'attention de beaucoup de pays européens et des États-Unis d'Amérique, ce qui va nous amener au traité de Dayton du 14 décembre 1995. Alors, la grande qualité de ce traité, c'est qu'il a amené la paix, mais très vite, il y a beaucoup d'observateurs qui vont être assez dubitatifs. D'abord parce qu'ils vont reprocher à ce traité que de faire la part belle aux Serbes, qui étaient quand même perçus comme les principaux protagonistes et responsable, on va dire, de crimes de guerre contre l'humanité quand même, hein, qui est maintenant des termes qui sont retenus par les plus hautes instances pénales internationales. Et puis en plus, beaucoup d'observateurs vont faire remarquer que d'abord, c'est un système qui n'est pas viable, qui n'est pas vivable, et dont le paradoxe consiste à le construire sur une dimension multiethnique, alors qu'il met en avant des dimensions fédérales dans lesquelles on voit bien que si elles sont dirigées par des mouvements nationalistes, on va beaucoup plus arriver sur des logiques de remise en cause du système que de pérennisation du système. Et si on remonte un peu plus loin dans le temps, Fabrice, on se penche forcément sur un autre épisode de guerre, la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, où les Balkans ont été pris dans le feu. Oui, alors ça paraît d'autant plus indispensable de le rappeler que généralement c'est une campagne ou une dimension de la guerre mondiale qui est très peu connue, en tout cas à l'Ouest, auquel on fait très peu attention, et dont on va se rendre compte en essayant d'en dresser là aussi les aspects essentiels, que forcément, ils ont eu une influence très importante sur les événements qui ont eu lieu, qu'on vient d'évoquer. La Yougoslavie telle qu'elle existe à l'époque, qui est une monarchie, alors on ne va pas trop rentrer en détail parce qu'il y a un régent qui est en place, est propulsée dans la Deuxième Guerre mondiale le 6 avril 1941, suite à une attaque brutale, non déclarée, des forces allemandes, pour différentes raisons, en Yougoslavie et en même temps de façon simultanée en Grèce. Bon. La campagne en elle-même va être très très rapide, puisque l'armée yougoslave capitule le 17 avril. Donc on voit bien qu'à peu près en une quinzaine de jours,
l'armée allemande écrase la Yougoslavie sur son passage. Mais en fait, on aurait presque envie de dire tout commence, car l'occupation des forces de l'Axe allemandes et italiennes va être aussi difficile que la conquête a été facile. Car très vite, les mouvements de résistance vont s'organiser. Je crois qu'on peut dire c'est certainement le pays dans lequel la résistance a été la plus forte, la plus puissante, la plus manifeste, à tel titre qu'on peut même dire que les Yougoslaves se sont pratiquement libérés seuls, même s'il y avait la pression de l'armée soviétique fin 44, début 45, ce qui laisse à imaginer ce qui s'est passé. Alors en fait, cette résistance progressive, évidemment, va lutter contre les occupants qui sont principalement allemands et italiens, sans vouloir trop rentrer dans les détails. Mais ce qui rend la situation complexe, et on voit bien qu'il va surenchérir sur nos propos précédents, c'est qu'il y a différents réseaux de résistance et qui vont parfois passer plus de temps à se combattre eux-mêmes qu'à combattre les occupants. D'abord parce qu'on a des oppositions politiques. On a par exemple une résistance serbe qui est plutôt monarchiste, mais on a une résistance serbe qui est plutôt communiste, qui est dirigée par le fameux Tito qu'on évoquait, qui est la figure emblématique. Mais on a aussi les Croates. Alors les Croates qui sont plutôt d'ailleurs, eux, fascisants du côté de l'occupant, même s'il y a un mouvement de résistance. Donc on voit bien là déjà l'enchevêtrement de l'ensemble des logiques, car les deux résistances serbes se combattent, parfois s'allient avec des Croates, et évidemment, de fil en aiguille, on a le même genre de raisonnement sur les Bosniaques, sur les Monténégro, y compris jusque les Albanais. Donc ça rend la situation d'ailleurs pour l'ensemble des stratèges de l'époque très complexe, mais on voit bien qu'à la dimension politique, il y a une dimension ethnique. Et d'ailleurs, on est bien obligé, sans vouloir trop rentrer dans les détails, on va vite s'en expliquer, de dire qu'entre 1941 et 1944, il y a un nombre d'exactions, comme rarement on l'a vu en Europe, même pendant la Seconde Guerre mondiale, car en fait, les Serbes, les Croates rasent des villages entiers, assassinent la totalité des populations masculines, y compris les adolescents, parfois vont jusqu'à massacrer les familles d'une seule personne qui est juste supposée être dans la résistance ou dans la collaboration. Et tout ça va se faire sur des dimensions très importantes, avec, on va dire, une cruauté et une barbarie qui sont rarement égalées, car il n'y a qu'à lire les combats tels qu'ils sont décrits et l'ensemble des atrocités qui sont commises par l'ensemble des belligérants, sans vouloir trop rentrer dans les détails, parce que je pense que d'ailleurs ce serait tout simplement pas utile, pour se rendre compte de la brutalité qu'a été ce conflit, notamment en termes de mutilation. Voilà. Et j'en dirai pas plus. Rien que la lecture en est vraiment très, très lourde. Et donc, c'est très important à rappeler, parce qu'on voit bien que là, il y a eu un conflit qui est assez oublié en France, au Royaume-Uni, où on met plutôt sur une guerre mondiale, les grands classiques, Stalingrad, le débarquement, etc. Alors que là, il y a eu une âpreté terrible, et qu'on subodore déjà bien à travers cette situation-là, qu'il n'y avait pas un équilibre spontané et une capacité à unir spontanée. D'ailleurs, en fait, à la sortie de la guerre, c'est Tito qui va s'autoproclamer maréchal, qui va rassembler d'ailleurs son autorité, ces 6 républiques autonomes, la Serbie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine, aujourd'hui appelée République de Macédoine de l'ex-Yougoslavie, donc voilà, le Monténégro. On voit bien que, comme on l'a évoqué, dès qu'il a disparu, on est revenu sur cette division, et en plus, quand on regarde un peu plus loin dans l'histoire, on voit bien que cette division est assez ancestrale. Oui, parce qu'on va remonter encore un peu plus loin, on va remonter à la fin du 19e siècle, avec la construction des États-nations et cet État multiconfessionnel qui va être adossé à une nouvelle autorité. C'est-à-dire que si là aussi on veut essayer de simplifier un peu la période, il faut d'abord comprendre que l'Empire ottoman s'est installé dans la région pendant à peu près 3 à 4 siècles. Donc c'est très important, parce que la présence de l'Empire ottoman, surtout sur une période aussi longue, a amené des modifications importantes en termes de pratiques religieuses, de population, etc. Et puis, dans la deuxième partie du 19e siècle, comme l'Empire ottoman a une emprise qui va en décroissant et qu'il a tendance plutôt à reculer de toute cette zone des Balkans que vous avez eu raison d'évoquer, il s'affaiblit. Et après le congrès de Berlin de 1878, finalement, la tutelle de la Bosnie-Herzégovine qui s'est soulevée
contre l'occupant ottoman et donné à l'Empire austro-hongrois. Et d'ailleurs, l'Empire austro-hongrois en assure la tutelle jusqu'en 1908. 1908, date à laquelle il prend possession des territoires, parce que justement, l'Empire austro-hongrois a assez peur du nationalisme serbe et qu'il commence à se projeter dans la Bosnie-Herzégovine. Donc on voit bien qu'on est en train de retrouver finalement des dynamiques, et on a fait volontairement le chemin un petit peu à l'envers pour montrer à quel point ils sont enracinés. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on prend plusieurs ouvrages qui sont consacrés à l'Autriche-Hongrie, ce qu'on constate, c'est que l'Autriche-Hongrie a très très bien réussi à développer la dimension économique dans la région, mais qu'il y avait une ambition de créer une nation de Bosnie-Herzégovine multiconfessionnelle et multiethnique, et que là, par contre, les grands dirigeants ou diplomates austro-hongrois de l'époque reconnaissaient volontiers que c'était très difficile et qu'ils avaient du mal à y parvenir. Le constat est donc évident d'un point de vue historique. On est dans une région où les antagonismes sont très forts, où ils se sont retrouvés confrontés à plusieurs reprises, et où le fait de ne pas les prendre assez en considération ou de les sous-estimer peut ramener à des hostilités telles qu'on les a connues. Alors, on a vu donc des antagonismes qui sont là, qui sont profondément ancrés, que l'histoire a ravivé assez régulièrement. Il y a peut-être une autre façon de créer une cohésion ou une communauté nationale, c'est aussi grâce au développement et grâce à l'évolution économique. Donc est-ce que, si on regarde du côté des indicateurs économiques, sociaux, démographiques, est-ce que là on a une tendance qui permettrait d'aller vers une dynamique d'union? Alors on a une tendance, je ne sais pas si elle va nous amener sur une dynamique d'union. D'abord pour dresser globalement le cadre, on a affaire à un pays globalement de 3,5 millions d'habitants, mais dont on va dire clairement que quand on regarde les indices, pour ce qui est des indices, on considère que la Bosnie-Herzégovine est l'un des pays les plus pauvres sur le continent européen, et que la Bosnie-Herzégovine arrive en tête d'indices aussi peu prestigieux que un des pays qui connut le plus de crimes organisés, un des pays qui a le plus d'endettement et un des pays qui a le plus de pollution. Donc on voit bien qu'en réalité, c'est à la fois cause et conséquence de tout ce qu'on est en train de dire. Il y a un pouvoir central, on va y revenir, qui a beaucoup de mal à fonctionner, qui n'a pas véritablement d'antériorité ni de légitimité historique, et dont on voit bien qu'il n'arrive pas sur un pays aussi fractionné que celui-là, dans lequel le clientélisme se développe à travers les différents nationalismes dans les autorités fédérales. Et en plus, il y a un autre facteur aggravant, c'est que ce qu'on constate, c'est qu'en 2013, il y avait à peu près 24 000 citoyens de Bosnie-Herzégovine qui avaient quitté le pays. Et en 2021, on considère qu'il y en a 150 000 qui ont quitté le pays. Et ce qui est assez intéressant quand on les interroge, c'est qu'ils quittent autant le pays par crainte d'une nouvelle guerre, ce qui ne fait que renforcer le risque qu'on souligne, que par perception d'une incapacité de développer une vie économique qui pourrait se pérenniser dans le temps, de par des institutions qui sont beaucoup trop complexes et des antagonismes qui sont trop présents. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que sur la démographie de la Bosnie-Herzégovine, l'institut qui met le plus en avant des chiffres, c'est la CIA, la fameuse agence des services secrets américains. Et on a rarement affaire à la CIA pour avoir des chiffres démographiques. Donc ça prouve bien qu'il y a un certain flou. Et d'ailleurs, certains observateurs considèrent qu'il y a à peu près aujourd'hui un peu plus ou un peu moins de 2 millions de citoyens de Bosnie-Herzégovine qui vivraient ou qui travailleraient à l'étranger. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas une véritable dynamique qui est en place et que ça laisse à penser qu'il y a un certain nombre donc de paramètres là et institutionnels et historiques et économiques qui sont en train de se conjuguer et qui doivent interpeller dans l'Union européenne, c'est clair. Je vais rappeler plutôt qu'en introduction, on avait parlé de la menace de guerre qui pesait. On voit que tous ces critères conjugués montrent une fragilité qui peut amener à une disparition même d'un État. On se demande qui voudrait ou qui a envie que cet État vive aujourd'hui. Mais ça, c'est une vraie question, d'autant plus que là aussi, pour rassembler nos propos, l'ensemble des institutions telles qu'on les a évoquées tout à l'heure permettrait de dire que, par exemple, une population de 3,5 millions d'habitants a à la fois 13 parlements et 13 gouvernements. C'est-à-dire que le nombre de parlements et de gouvernements en Bosnie-Herzégovine est de 13. Le nombre de présidences en Bosnie-Herzégovine est de 5. Et le nombre de ministres en Bosnie-Herzégovine est de 149. Donc là, on voit bien déjà à la fois la dilution du pouvoir et la dimension complètement exponentielle du nombre de représentants par rapport à l'importance de la population. Ça, c'est, je pense, un point qui synthétise beaucoup de choses. Il y a un deuxième point qui est assez interpellant, c'est qu'à travers quand même tous ces conflits, et notamment le dernier conflit, ce qu'on constate, c'est que les 4/5 de la population serbe qui vivait autour de Sarajevo, qui est donc en plein dans le territoire bosniaque,
Ils ont quitté ce territoire et ils sont maintenant totalement sur le territoire serbe de la Bosnie-Herzégovine. Et on a exactement le même flux pour les Croates qui se retrouvent plus spontanément dans le territoire croate de Bosnie-Herzégovine, de même qu'on se retrouve avec les mêmes logiques de Bosniaques. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est que ce que certains commentateurs avaient craint avec les accords de Dayton, c'est que plus qu'on va dire une sorte d'osmose, on a apparemment accéléré une scission entre des populations qui se sont spontanément mis respectivement sur leur territoire tel qu'elles trouvent qu'il appartient à leur communauté ethnique ou linguistique. Donc là, finalement, on a une vraie question sur la pérennité, et je pense que cette question se pose d'abord et avant tout à l'Union européenne, Olivier. Parce que là, ce qu'il va falloir empêcher, c'est que la Bosnie-Herzégovine devienne une nouvelle ex-Yougoslavie. D'autant plus qu'on voit bien ce qui n'existait pas tant à l'époque de l'ex-Yougoslavie, les rôles plus ou moins larvés ou volontaires de la Serbie d'une part et de la Croatie d'autre part, qui vont fonctionner forcément comme des aimants, ça apparaît assez clair. Et donc là, si on veut éviter de se retrouver dans une implosion, dont on a bien rappelé ici qu'elle a donné lieu à des guerres civiles, à des exactions, à des conflits qui se sont pérennisés dans le temps, c'est-à-dire l'arrivée d'une nouvelle guerre en Europe qui serait encore plus proche des pays occidentaux. Il va falloir que les Occidentaux, et notamment l'Union européenne, acceptent pleinement de se pencher sur cette question. Et on voit bien que les négociations qui ont été menées n'ont pas forcément abouti. C'est indispensable pour éviter qu'on revienne à la tragédie en Bosnie-Herzégovine. Et donc on a envie de dire, l'Union européenne doit se repenser en termes d'acteurs, l'Union européenne doit réintégrer des logiques de géopolitique, et surtout, l'Union européenne ne doit pas oublier la Bosnie-Herzégovine. Bien Fabrice, je vous propose de rester sur cette conclusion. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.